C'était la création du monde, tel que me l'a raconté mon grand-père, que j'ai connu de mon enfance. Il a toujours vécu dans la forêt depuis que je l'ai rencontré. Et jusqu'à sa mort, il a toujours vécu dans la forêt. Il a même tenu à être enterré dans la forêt. Et c'est grâce à lui que je suis là. Et c'est lui qui m'a raconté toutes les histoires que je raconte jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai fait en langue, je vais vous la raconter maintenant un peu en français. En utilisant l'instrument qu'on appelle l'embête. C'est l'instrument d'origine des Bétis des Boulous. Et c'est grâce à cet instrument que nous retrouvons notre histoire aujourd'hui. Et c'est grâce à cet instrument que nous connaissons la création du monde. Eyo, c'est Eyo qui donne. Eyo, c'est le nom dont Dieu s'est manifesté en nous. Eyo. Eyo, Enyani, c'est Eyo qui est. C'est Dieu qui est. Eyo, Enyayo, c'est Dieu qui a vomi tout. Eyo, Enyayo, Dieu est aussi comme un champignon. Il peut envahir partout. Eyo, Enyani. À ce stade, on dit que le Mbet est un art total. Il y a de cela très très longtemps, au cours des grandes migrations, notre ancêtre, Oyona Adangono, tomba dans un coma. On le transporta pendant 7 jours. Et quand il revint en lui, il raconta à ses frères qu'il avait trouvé un bon moyen de leur donner le courage et de continuer la route. Cette route qui s'est achevée en Afrique centrale équatoriale. Il raconta à ses frères qu'il avait, pendant son coma, il avait rencontré le Créateur. Tout d'un coup, il se trouvait dans un néant et il a entendu une voix. Alors il a posé la question et la voix lui a répondu: je suis la parole, je suis Eyo. Maintenant, ouvre grandes tes oreilles et ouvre tes yeux afin que je te révèle la création du monde. Et cette création du monde, tu la raconteras à tes frères afin de leur donner le courage de continuer la route. C'est alors que sorti du néant, Eyo vit un œuf de bronze qu'on appelle en langue traditionnelle Akingos. L'œuf apparaît. Alors Eyo insuffla de l'intelligence dans l'œuf et demanda à l'intelligence de sortir de l'œuf. Mais l'intelligence lui répondit: je ne peux pas.
L'œuf est dur. Je n'ai pas de volonté. Je n'ai pas de puissance. Et il insuffla dans l'œuf la volonté et la puissance. Alors la volonté s'est mise à travailler, la puissance s'est mise. Et petit à petit, l'œuf s'est mis à gonfler comme un ballon en caoutchouc qu'on était en train de remplir de l'air. Et gonfla, 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 gonfla. Et l'œuf explosa. Ces débris d'œuf, qu'on appelle en langue traditionnelle menyoum, des débris d'œufs, qui forment les galaxies, les étoiles, les constellations. Il est arrivé que certains débris ne se soient pas éteints et qui sont là jusqu'à aujourd'hui et qui illuminent la nature et l'infini, la lune, le soleil. Et nous aussi, nous faisons partie de ces moignons, ces éclats, on appelle cette poudre qui expose dans la nature, donne naissance aux esprits, aux hommes, à la nature, à l'existence. Les carnes biso langue les carnes biso langue de la création du monde nous construit et, au fond, nous commande nos comportements et l'organisation de nos sociétés. Et là, évidemment, je voudrais demander à une physicienne qui, elle, va nous raconter ce que c'est que la création du monde vue par les scientifiques d'aujourd'hui. Nathalie Besson. Alors, moi j'ai oublié de prendre un micro, vous m'avez entendu? Oui. Alors, Nathalie, comment ça te fait réagir ce que nous a raconté François et Cindy? Alors déjà, Marie-Odile, je suis absolument fascinée par la parenté des choses, même presque parfois du vocabulaire qu'on emploie alors qu'on regarde les choses presque de façon diamétralement opposée. D'abord, chez nous aussi, il n'y avait rien et ce rien a explosé. Je cite Terry Pratchett que j'adore, qui disait ça, le Big Bang c'est il n'y avait rien et ce rien a explosé. Alors, maintenant je vais arrêter tout de suite de parler de la création de l'univers parce que, comme vous m'avez présenté, je suis désolée, je suis physicienne des particules et les particules élémentaires telles que moi je les connais, elles n'étaient pas là au début de l'univers, donc je ne le connais pas. Et je ne connais l'univers que quand il était âgé de 1/10 milliardième de seconde. Je suis navrée, avant, je ne peux rien dire. Avant, pour moi, c'est le flou artistique. Voilà. Donc, vous êtes spécialiste de ce qu'on appelle les bosons. Bosons Z, boson W, voilà, c'est mes préférés. Vous êtes venu faire un labo Origins pour nous expliquer cet univers très mystérieux.
où les particules sont des choses très très bizarres. Alors, les particules en question, donc, c'est ce que j'étais en train de dire, elles naissent 10 milliardième de seconde après le Big Bang. Alors, personnellement, moi, je ne sais pas ce que ça fait, 10 milliardième de seconde, c'est extraordinairement petit. Alors, j'ai essayé de réfléchir à ce qui était très petit comme ça dans notre vie de tous les jours. Le plus proche que j'ai trouvé, c'est la durée d'un flash lumineux, avec, par exemple, en boîte de nuit ou avec un appareil photo. Et le problème, ça, c'est que c'est 1 millième de seconde. Donc, le temps que le flash lumineux ait lieu quand vous prenez une photo, il y a 10 millions d'univers comme le nôtre qui ont eu le temps de créer toutes leurs particules, avec les uns après les autres, c'est balèze. Donc voilà. Alors ça, à partir de ce moment-là dans l'histoire de l'univers, il y a mes particules telles que je les connais. Mais l'univers, il est tout petit, très dense, très chaud, et ces particules, c'est de la bouillie, elles font n'importe quoi, elles sont toutes mélangées, on parle de soupe primordiale. Donc c'est pas pour des prunes qu'on parle de soupe. Et l'étape suivante qui m'intéresse, c'est encore un temps pas très long, c'est 1 millionième de seconde, et là, les premiers quarks et gluons commencent à s'agglutiner pour faire les premiers protons. Et là, protons, on connaît. On est composé de protons, pas mal. Donc voilà. Donc là, c'est la deuxième étape qui m'intéresse. Après, vous voyez comme le temps se ralentit pour former les premiers noyaux, hélium, lithium, il faut 3 minutes. Donc 1 10 milliardième de seconde pour faire toutes les particules, pour passer de rien à tout. 1 millionième de seconde pour faire les protons. Et puis 3 minutes pour faire les premiers noyaux. Et alors après, ça ne s'arrange pas, parce que la prochaine étape intéressante, c'est 380 000 ans. Prend son temps, l'univers. Et par contre, il se passe un truc super intéressant à ces 380 000 ans. Les électrons, qui étaient encore très libres partout dans l'univers, commencent à orbiter autour des noyaux qui ont été créés au bout de 3 minutes. Et on a les premiers atomes. Alors les atomes, perso, pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout, c'est trop gros. Moi, je suis physicienne des particules, pas physicienne atomique. Mais il se passe un truc super intéressant. À partir du moment où les électrons commencent à orbiter autour des noyaux, l'univers devient transparent à la lumière et des photons peuvent s'échapper de cette bouillie et nous parvenir. Et donc on est capable de faire une photo de l'univers en détectant ces photons maintenant. C'est la toute première photo de l'univers. Alors il ne vient pas de naître, navré, on n'a pas de photo de la clinique. Par contre, on en a quand c'est un jeune enfant, 380 000 ans, et on la détecte. À ce moment-là, il n'y a pas encore de galaxies, pas oh là là, encore d'étoiles. que dalle. Non. Mais Donc, on fait les premiers atomes. Voilà. Il y a la matière qu'il Ouais. faut pour que l'univers ensuite puisse se former. Et alors ce qui est génial, c'est que, donc moi la période qui m'intéresse, c'est le premier 10 milliardième de seconde, et ce qui est génial, c'est que pendant cette période-là, tout a été construit d'un coup. Tous les protons, tous les électrons de l'univers étaient là, déjà. Ça veut dire que quand vous avez un enfant, il a l'air jeune, et ben il est fabriqué avec des protons Qui date qui datent d'il y a 13,8 milliards d'années. Les mêmes. C'est balèze, non? Et tout dans l'univers est fait de ces protons-là. Petite question. Il a parlé de néant, me semble-t-il, Ouais. François. Qu'est-ce que c'est pour vous, physicienne, le néant? Est-ce que ça existe? Ah ouais, bien sûr, mais pas de la même façon dont on l'a parlé. Ah bah presque. Parce que du néant de François, il y a tout qui naît, et le mien aussi. En fait, on a un truc en physique qu'on appelle le vide. Alors c'est très familier à tout le monde, parce que faire le vide, c'est virer tout ce qu'il y a dedans. Nous, c'est le contraire. Le vide est plein. Le vide en physique, c'est toutes les potentialités. Donc c'est le plein. Vraiment, le plus de choses qu'on puisse imaginer, c'est le vide quantique. Alors, je vais m'expliquer. Il y a un truc génial dont j'ai pris conscience, peut-être que vous allez comprendre comme ça. Vous savez peut-être qu'on parle de dualité onde-corpuscule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les particules, c'est à la fois des ondes et des corpuscules. Alors corpuscule, on voit bien, un petit caillou, très faux comme image, oubliez ça tout de suite. Et une onde, ça c'est facile, c'est une vague dans une mer, d'accord? Mais c'est quand même, c'est ça qui est très surprenant, c'est ce qu'on appelle la physique quantique. Ouais. Et c'est impossible pour l'imaginaire de se représenter. Non, alors tout ce que je raconte, c'est des images fausses, mais c'est poétique. C'est le mieux qu'on puisse faire. C'est très difficile de se représenter la mécanique quantique. Ouais. Oui, c'est impossible, quasiment, puisque ce sont deux états diamétralement opposés, ondes, particules. Ah oui, mais c'est comme ça, elles sont les deux à la fois. Elles sont les deux à la fois. Et alors, le côté onde, c'est intéressant parce qu'en physique moderne, et c'est de ça que l'univers est fait, le vide quantique, c'est... Alors, il y a une onde, c'est comme une vague dans une mer, et par exemple, il y a une mer pour l'électron. Tous les électrons sont des vaguelettes dans la mer d'électrons. Il y a une mer pour les photons, il y a une mer pour toutes les particules élémentaires. Donc par exemple, pour ceux qui s'y connaissent, c'est le champ électromagnétique, la mer des photons. Et chacune de ces particules corpuscules est en fait une petite vague dans la mer. Et ça, c'est très joli parce que l'univers, en fait, le vide quantique, c'est toutes ces mers ensemble, mélangées, présentes ensemble, à l'état de repos.
Donc le vide, pour vous, C'est une mer d'huile. Ouh là là, c'est plein. Plein. Et quand on rajoute un peu d'énergie dans ce vide, comme a fait le Big Bang par exemple, ou comme moi si j'agite les pieds dans l'eau, ça fait une vague et apparaît une particule. Et ça c'est incroyable. Enfin, le jour où j'ai compris ça, je crois que je me suis arrêtée de respirer pendant une minute. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que mes électrons, vos électrons, les électrons de la galaxie la plus lointaine, les électrons des fauteuils, des nuages, de la forêt et de l'œuf en bronze de l'histoire de François, eh ben c'est tous des vaguelettes dans la même mer. On est tous intimement liés à tout parce qu'on est tous des agitations de cette même mer. Le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, waouh, très fort. On est tous des agitations du même vide. Ouais. Donc on est intimement liés avec l'intégralité de l'univers. Moi, ça m'épate. Ouais. Ça veut dire qu'on est dans la même histoire, dans le même bain, qu'on est Mieux que ça, on est fait du même tissu. Le tissu de l'univers, ouais. c'est nous aussi. Oui. Ouais. Bon, vous allez nous raconter tout cela aussi au fil de cette soirée. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Tiens, Mon grand-père me l'a raconté. Autrefois, pour partir en l'air, il ne partait pas en humain. Il se métamorphosait en chimpanzé. Parce qu'à la naissance, autant qu'à leur temps, quand un enfant naissait, il passait la première nuit dans la forêt. Et c'est là qu'on le liait avec sa bête, avec son animal qui va vivre désormais dans la forêt et lui va vivre au village. Et c'est toi ou toute la famille? Chacun a son propre. C'est chacun, Oui. c'est personnel. C'est personnel. Par exemple, peut-être ton père n'a pas le même que toi. Non. Peut-être. Non. C'est pas obligé, quoi. C'est pas obligé. Voilà, c'est ce Parce qui me que- semblait. Oui. Mais toi c'est un chimpanzé. Mon grand-père. Oui, je le savais. Alors, pardon. ce sont des histoires de sorcellerie, ça? Non, Non. C'est des histoires de connaissances, comme mon grand-père disait. Ah, de connaissance. Ah oui, c'est ce qu'ils appellent la connaissance de soi. Insuffler à la personne, dès sa naissance, les armes de la connaissance de soi. Ouais. C'est ça un peu l'éducation, l'initiation. Ouais. Si quelqu'un se connaît, il connaît les autres. Parce que se connaître, c'est connaître les autres aussi. C'est bon, hein? ouais. Alors, comment ça vous fait réagir? Alors, je vais d'abord vous présenter. Vous pouvez vous asseoir. Oui, là, une seconde, Toby. Je voudrais vous présenter. Vous êtes psychologue. Ingérable, il est ingérable. Vous êtes psychologue, C'est ça. spécialiste en ethnopsychiatrie. C'est ça, oui. Voilà. Comment, alors vous avez écrit de nombreux ouvrages, tout ce qui est de l'ordre de la sorcellerie, de ces mondes dans lesquels a vécu François, pour vous, sont des mondes très familiers. Comment vous réagissez? Familier, je ne sais pas si on peut dire que ça comme ça. Hein. C'est-à-dire, ce sont les mondes, on va dire, les mondes de la nuit. Alors, on va dire comme ça, tu es d'accord avec ça, François? Alors, c'est les mondes de la nuit, ça veut dire que tout le monde a la nuit et le jour, hein, tout le monde. Mais habituellement, on parle des choses du jour. Et les choses de la nuit, on les trouve pas comme ça, c'est pas accessible immédiatement. Sorcellerie, c'est un mot qui m'ennuie un peu, parce que la sorcellerie, ça existe, hein, bien sûr. Hein. Vous y croyez? Ah, bien sûr. Bien sûr, non, c'est pas que j'y crois. Est-ce que vous croyez à l'existence de l'autobus? Oui, d'accord, ça veut oui. dire que vous avez C'est-à-dire vécu que des choses. on ne dit pas je crois à l'autobus. Non. L'autobus, il vous rentre dedans, quoi, c'est tout. Donc la sorcellerie, ça vous rentre dedans. Donc c'est pas vous y croyez, vous y Donc croyez pas, c'est comme vous ça. avez eu des expériences comme ça? Je ne peux pas vous raconter ça. Non, mais je vous demande pas d'être. Je peux pas vous raconter si, ça. quand même. Alors, je termine parce qu'il disait des choses super intéressantes, François. Il disait que à la naissance, on va emmener l'enfant dans la forêt, il va passer une nuit dans la forêt, et pour qu'il rencontre son animal qui est à la fois son être, c'est son être, et ça va être son initiateur aussi. Ça va être son initiateur. Alors, lui, comme c'est l'intelligence, lui, François, c'est pour ça que je disais, est-ce que c'est le tien? Comme lui, c'est l'intelligence, c'est le chimpanzé. Parce que les chimpanzés sont plus intelligents que les hommes. C'est là. C'est-à-dire que autant les savants, comme vous, non mais vous n'êtes pas biologiste, mais les biologistes, qui sont des savants aussi, quoi. Et les savants disent que les singes sont des caricatures des hommes, alors qu'en Afrique, on sait que les singes sont
plus intelligents que l'homme et qui sont l'intelligence cachée des hommes. Ce que j'ai entendu à Yaoundé, c'était pas chez toi, c'était à Yaoundé, on m'a raconté que c'était les singes qui avaient inventé le tambour, par exemple, et la danse. Et c'est eux qui l'avaient enseigné aux êtres humains. Ça a l'air idiot comme ça. C'est pas seulement, je m'excuse de te couper la parole. Je t'en prie, je t'en Au prie. Gabon et au Cameroun et dans les pays d'Afrique centrale, il y a quelque chose qu'on appelle le bouiti. Le bouiti, oui, absolument, je connais le bouiti. spirituel. Ce sont les chimpanzés qui ont inventé cette cérémonie et qui ont transmis aux hommes. Alors ça, on a des preuves de ça. On a des preuves, hein. François, il faut donner des preuves parce qu'ils ne croient pas, ils croient que... Il y a une scientifique qui a une preuve. Hein. Ils disent c'est la sorcellerie, etc. On a des preuves. Regarde tous les masques d'initiation. C'est pour ça que je dis c'est l'intelligence. C'est des têtes de singe. C'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand on va initier quelqu'un, on va l'initier à l'intelligence de lui-même et du monde. On lui met un masque de singe. Parce que le singe est plus intelligent que l'homme. C'est ça. Et le chimpanzé est le plus grand de tous. François, Par la parole, je fais qu'ajouter. François, je me prosterne devant toi. Autrefois, quand une femme était enceinte, on lui faisait attacher le fémur du chimpanzé au rein. On lui faisait attacher Le fémur du chimpanzé. Le fémur, l'os. Le fémur. L'os du chimpanzé. Ah, le pendant fémur toute du la chimpanzé. grossesse. Mm. Oui. Et elle portait cet os. Alors. Et c'était pour préparer un héros ou pour attendre quelqu'un. Donc dans le ventre, parce qu'il y avait plusieurs façons d'initier. C'est ça. On peut initier même à partir du ventre. À partir du ventre. Pendant que l'enfant est dans le ventre. Non. Et on l'attend, quoi. Alors, il faut dire qu'il fait partie d'un groupe. Tenez, ne cachez pas cette femme. Excusez-moi. La seule femme qui est de ce... Enfin non, je suis... Non, on est parité, c'est la parité ici. Hein. Oui, c'est la parité, oui. Heureusement que vous avez C'est rare, prévu c'est rare. la vodka. Ce qui est bien, c'est que vous avez prévu la vodka dans des bouteilles qui sont banalisées. On ne sait pas que c'est de la vodka. Bon, alors, donc je disais que je perdais le fil. Hein. Vous m'avez coupé la parole, je perdais le fil. Pardon. Non, je blague. Oui, non, mais je sais. Alors, je disais que sur les histoires de chimpanzés, de singes et de chimpanzés, François fait partie d'une ethnie. Alors, je ne sais pas si on dit ethnie d'un peuple, on va dire peuple. Je ne sais pas comment on dit. Une ethnie Comment vous C'est un dites peuple. On peut dire une population. C'est un peuple, c'est un peuple. C'est un peuple parce que c'est une langue, c'est un espace, et c'est des divinités aussi, et des êtres. Donc tout ça, ça fait le peuple, et c'est surtout la langue, quoi. C'est les boulous, les bêtis, quoi, qui sont des spécialistes de l'initiation, ils sont tous initiés, hein. Je veux dire, Et heureusement. vous êtes initié? Moi, je suis initié à rien du tout. J'ai passé mon doctorat, c'est une initiation, non? J'ai passé 2 doctorats moi-même. Alors, donc, 2 fois initié. Ouais. 2 fois initié. Alors, Mais ce type d'initiation, vous n'avez pas... non, on m'a plongé dans l'eau la nuit, mais ça, je sais pas, c'est pour me laver, c'est tout. J'étais lavé, oui. J'étais lavé. Bon, c'est tout, mais initié, je sais pas ce que ça veut Bon, dire. Toby, et que pensez-vous alors de la représentation du début du monde? Alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Vous avez Nathalie. compris, là? Non, parce que vous Non, dites c'est super compliqué pour moi, hein, mais parce que je ne comprends pas tout, hein, mais j'ai compris certaines choses, parce que au fond, elle est chrétienne, quoi. Vous êtes chrétienne, quoi, c'est ça? Non. allons donc là autre Non, chose. non, c'est... Joker non, là quand même, non. Là, alors attention, je ne parle pas au nom de la science, mais du mien propre. Hein. Ah non. Non, bon, d'accord. Bon, alors, Nous, on s'occupe d'expliquer comment ça marche. bon, d'accord, d'accord. Mais Non, pourquoi faut pas se c'est là? fâcher, faut pas se fâcher. Ah non, je me fâche pas, je dis juste, c'est pas une science. Pourquoi c'est là? C'est plus de la science, c'est de la Je croyance. vais vous et dire là, pourquoi je c'est dis pas ça. mon job. Non, c'est pas du tout de la croyance. Moi, j'y crois pas à la croyance. Hein. Je dis ça. Je crois pas à la croyance. Je crois pas qu'il existe de croyance. Hein. Je dis ça simplement parce qu'elle dit il y a rien, et puis ça explose, et puis il y a une temporalité. Ça se déroule dans le temps. Ouais, c'est ça. Il y a un premier temps, il y a un second temps, il y a un troisième Tandis temps, que etc. Jésus, c'est pas comme ça. Et ça, cette façon de présenter la création, c'est une façon biblique, c'est tout, c'est ce que je voulais dire. Bon, alors parce que dans... C'est pas méchant. Non, c'était pas méchant du Mais tout. c'est pas si biblique que ça. C'est C'est pas- pas l'apanage quand même de la c'est- Bible de présenter les choses qui se déroulent longtemps. C'est pas, non, c'est pas seulement l'apanage de la Bible, je suis d'accord, non, je ne veux pas vous fâcher du tout. Je dis ça parce que cette façon de présenter la création,
T'es pas d'accord? Je suis très d'accord. C'est pour ça que je réponds un peu la coquille d'escargot. Cette façon de présenter la création, c'est une façon qui est une logique qui est une logique que nous connaissons parce qu'elle appartient à nos mondes religieux. Moi, je ne sais pas si c'est la seule façon de présenter les choses. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il y a d'abord, il y a le rien. Il y a ce rien là. Et ce rien qui, à partir de quoi il sort quelque chose, cette notion-là est une notion. Bon, alors il y a plein de façons de la peupler, cette notion. Alors, quand vous regardez, c'est pour ça que je dis elle est biblique. Bon, j'ai dit catholique, chrétienne, mais bon, biblique, enfin. Mais bon, biblique, bref. c'est pas mal. Bon, biblique, elle est biblique. Mais il y a plein de façons. Alors, parce que même les gens qui connaissent la Bible, ils n'ont pas aimé forcément cette façon de faire. Et par exemple, à l'intérieur même de la Bible, il y a une autre tradition qui s'appelle la Kabbale, où on dit que eh bien, le monde, il était tout. Il était tout. Et la création, un peu ce qu'elle a dit aussi, hein, il y avait ça contenu aussi dans ce qu'elle a dit. Et il était tout. Et c'est une invagination du monde, c'est-à-dire que le monde s'est retourné comme un gant, et une partie de lui est sortie pour laisser la place à la création. C'est-à-dire qu'il s'est invaginé comme ça. Mais c'est dingue notre histoire. Et ça, c'est la Kabbale. Et Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que Dieu, c'est le monde et le créateur du monde. C'est les deux à la fois. Et c'est ça, et c'est d'une invagination du monde que sort Dieu. Et c'est la création de Dieu plutôt que la création du monde. Ça, c'est la Kabbale. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous Je peux m'asseoir? J'ai gagné. Merci. Zozomungayu, ukolotobesi, kukumungayu, ukolomwami tutola nanga komboya, ukolomwami tobesa. Atatu, lomanya adu, nyimanje mazemo yimadudo, anima weso. Me umite, ai, me umite. Me umite. Me umite, me umito, me umite. Oh bien, une fois. C'est la coquille d'escargot. Ma grand-mère me racontait que c'est le premier élément de manifestation de la femme africaine. Ma grand-mère a vécu à l'époque où la femme était la propriété de l'homme en Afrique. La femme ne servait qu'à donner des enfants. C'était tout. Et on leur faisait faire des scarifications par tout le corps pour leur rendre belle, alors qu'elle n'était pas d'accord. Parfois, il y avait un régime de plantain qui était très dodu. On décidait que la femme ne mange pas ce genre de plantain. Parfois, il y avait des gibiers jusqu'à aujourd'hui que les femmes ne mangent pas, qui ont été décidés comme ça, parce que le gibier est trop bon. La femme ne fait que préparer, elle ne mangera pas. Alors les femmes étaient vraiment tellement dépassées par cette histoire et qu'elles souffraient. Un jour, une femme se baladait dans la forêt en train de pleurer. Et l'escargot a entendu ses pleurs. L'escargot a appelé la femme, a discuté avec la femme et a proposé de se sacrifier pour les femmes. L'escargot a demandé à la femme de prendre une épine, de piquer et de l'enterrer dans la terre. Et qu'elle revienne quelques jours après pour récupérer sa coquille. Et d'aller chercher une noix de palme. Et que c'est tout ce que l'escargot pouvait faire pour les femmes. Et si la femme était sage, elle devait trouver sa piste. La femme est rentrée au village, a raconté cette histoire aux autres femmes. Quelques jours après, elle a pu récupérer la coquille et elle est partie chercher une noix de palme. Les femmes étaient en train de discuter et savoir qu'est-ce qu'on va faire pour que cette histoire nous sauve de cette situation. Elles ne savaient pas. Et chacune des femmes était partie dans la forêt pour trouver une coquille d'escargot et une noix de palme.
Et ça c'est tous les soirs comme ça pour réfléchir qu'est-ce qu'on va faire. Vous savez, comme l'homme, nous sommes, on ne laisse pas souvent tranquille, toujours quand on a quelque chose en main, et ils étaient en train de discuter, et ce bruit venait de temps en temps. Il y a une qui a fait, et effectivement c'était devenu un instrument de musique. Comment faire pour exploiter et pour revendiquer leur liberté? Les femmes ont décidé tous les soirs de faire des chansons, mais elles ne savaient quoi chanter. Alors ils ont eu une idée géniale. Demandez-moi laquelle. Chacune des femmes a donné un autre nom à son mari. Et comme ça, elles pouvaient se libérer en parlant de leur mari sans qu'ils se rendent compte que c'était eux. Et la musique était tellement belle que tous les soirs, les hommes venaient et dansaient. Et le temps passa très très longtemps. Les hommes se demandaient quelles sont ces chansons que les femmes chantent. Et un jour, les hommes ont su que c'était d'eux que les femmes parlaient. Alors l'homme a sursauté et a commencé dès ce moment-là à considérer la femme comme un être intelligent. Mais on a fallu du temps, hein, quand même. Oui, jusqu'au même ça évolue. Et maintenant on est passé au pancarte, on est passé à la marche, mais tout a commencé avec la copie d'escargot. Merci beaucoup. Tout ça, François, ça se passe dans la forêt. Oui. Alors, juste un petit mot. Ne raconte pas toute une histoire, hein, parce que ça... Super. Juste un petit mot sur quand tu vivais dans la forêt, comment tu la vivais. Est-ce que tu écoutais les animaux? Est-ce que tu connaissais la forêt? Est-ce que tu avais peur dans la forêt? La forêt, elle fait peur. Mais c'est volontairement que la forêt fasse peur. Parce que c'est l'explication qu'on nous explique pour qu'on ait une peur, afin d'être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans la forêt. Déjà, mon grand-père me disait, première chose, rien ne t'arrivera jamais dans la forêt qui ne vient pas du village. Tout ce qui t'arrive dans la forêt te suit à partir du village. Et aussi, il disait, si tu marches dans la forêt et que tu vois les traces des animaux, c'est pas le problème. Mais quand tu vois la trace de l'humain, il faut commencer à réfléchir. Ça, c'est le véritable problème. Et les animaux, alors, les animaux? Tous les animaux de la forêt ont leur rôle. Ouais. Il y a des animaux et des oiseaux qui chantent pour réveiller. Pour Alors moi, mon animal fétiche, c'est l'écureuil. Ah oui, l'écureuil par exemple, l'écureuil dans la forêt, si vous entendez l'écureuil qui chante, l'écureuil ne chante jamais si il ne regarde pas un reptile, un serpent, une tortue ou une bête. Toujours. Et c'est l'écureuil, et vous savez comment il chante? Oui, non, faut le faire. Si vous entendez ça dans la forêt, il y a un serpent, ou une tortue, ou un varan, ou un pangolin. Chaque animal a son langage comme ça que... Pour signaler, parce que quand il fait ça, il annonce qu'il est en train de regarder quelque chose. Il annonce que chaque animal a... Soit il chante pour annoncer l'heure, il y a des oiseaux qui ne chantent que... Mon grand-père, il n'avait jamais de montre. Ouais. Mais dans la vie, il disait toujours que 4 heures, 5 heures. Mais il m'a dit autre chose aussi, que on n'en a pas parlé. Honnêtement, mon grand-père m'a dit, oui, tous les hommes, si conduisent dans la forêt, leur retentit dans l'être humain. Ouais. Surtout les hommes. Bah ouais, c'est ça. Ah oui, à chaque clôture d'heure, il y a une érection temporaire chez l'être humain qui vit dans la forêt. Oui, mon père me disait. Et à chaque temps, moi j'avais la montre, il me dit 7 heures. Je regarde, et effectivement il était 7 heures. Donc la forêt abrite nos esprits, la forêt abrite nos ancêtres, la forêt abrite nos secrets, elle mérite du respect et elle nous cache. Elle vous protège aussi. Et elle nous protège. Comment vous réagissez, Nathalie, quand on parle de la forêt, vous qui êtes physicienne? Qu'est-ce que c'est pour vous la nature? C'est pire que ça, je suis physicienne et je suis citadine. Ah! Ouais, alors d'abord la forêt, moi il se trouve que moi personnellement j'adore la forêt, j'adore parce qu'elle fournit de l'ombre, de l'humidité, de la fraîcheur, elle est bourrée de vie, qu'on entend, qui se fiche complètement qu'on soit là ou pas, mais qui nous laisse écouter, et moi je trouve que c'est un endroit où je suis apaisée en fait, la forêt. Mais je voudrais vous raconter une petite anecdote qui met en scène le plus grand physicien de tous les temps, non, mon préféré, c'est-à-dire Richard Feynman, qui un jour raconte l'opinion qu'avait de lui un de ses amis artistes. Son ami artiste lui montre une fleur. Alors Voilà. Richard Feynman, il faut rappeler que c'est un prix Nobel, Un prix Nobel en physique, oui.
Et c'est en particulier justement sur la physique quantique. Tout à fait. Alors, Feynman, il était génial, donc il a aussi pas mal été là, par exemple, au tout début de l'informatique, c'est lui. Enfin, il a fait des tonnes de choses, mais c'est un grand artisan de la physique des particules. Et alors, un de ses amis artistes lui montre une fleur et lui dit « T'as vu, Richard, elle est belle, la fleur ?» Richard dit « Oui, elle est belle, la fleur. » Là, son ami artiste lui dit « Tu vois, moi, en tant qu'artiste, je suis capable d'apprécier la fleur, de la trouver belle, magnifique, fantastique. Alors que toi, là, physicien, tu vas la disséquer en petits bouts, en atomes, en particules, et tu la rends toute moche, toute terne. » Alors Feynman dit « Mais il a rien compris, le malheureux, là. Moi, non seulement, il n'y a pas de raison qu'en tant qu'être humain, je ne sois pas capable, au même titre que l'artiste, de m'apercevoir combien cette fleur est belle, sent bon, est veloutée, magnifique et qu'elle m'évoque des choses. Mais en plus de ça, mon émerveillement est double. Parce que moi, quand je regarde la fleur, je sais que pour qu'elle ait cette couleur, il y a tout un tas de phénomènes, de processus physiques complètement incroyables qui ont aussi leur minutie, leur façon de s'agencer, de se mettre en place pour qu'elle soit rouge et pas bleue. Et le parfum de la fleur, alors comment il s'exhale, et comment je perçois la couleur de la fleur, et pourquoi son pétale est velouté. Donc en fait, la nature pour un physicien, c'est encore plus merveilleux que... c'est une dimension supplémentaire, on va dire. Je vais vous donner un autre exemple. Moi, j'adore les arcs-en-ciel. Alors évidemment, un arc-en-ciel, c'est magnifique. C'est de la couleur ordonnée, suspendue dans l'air. Moi, je chasse les arcs-en-ciel, je regarde, je prends des photos. Mais quand en plus on sait que c'est des millions de petits prismes qui doivent avoir une taille tous équivalente, arrosés par des rayons de soleil qui arrivent tous de la même direction, pour que ça fasse cet effet magistral, qu'il y a tout un tas de phénomènes, de processus, de physique fondamentale qui sont en jeu pour que, alors on voit la lumière se décomposer et se balader dans le ciel comme ça, moi je le trouve 2 fois plus fantastique que l'arc-en-ciel. Donc la nature, oui, je la trouve fantastique au carré. Réponse de Guy. Bravo Nathalie, bravo. Alors et vous, Toby, pour vous une forêt c'est quoi? C'est un lieu où il y a des esprits? Comme, on m'entend? Oui, oui, on vous entend. Je ne sais pas si je vais pas parler de la forêt directement, je vais d'abord dire un mot sur ce qu'a dit François. C'est-à-dire, il parle de son grand-père tout le temps. Je ne sais pas, il va avoir des problèmes avec son père, lui. Parce que mon père est l'une des premières personnes qui ont travaillé dans l'exploitation du bois de l'autre côté. Donc mon père est parti au Gabon quand j'avais moins de... On va pas parler de ça. Et il m'a confié, mes parents m'ont confié à mes grands-parents. C'est comme une mission. C'est ça. Que nous ne pouvons pas... C'est ce que j'ai senti. Et ce que j'ai senti, et ce que j'ai compris aussi, c'est que le grand-père lui a donné un code, enfin une façon de comprendre le monde. Il lui a dit, la frayeur, c'est la chose la plus importante. Il faut être effrayé. Si tu n'es pas effrayé, si tu ne prêtes pas attention aux choses, alors à ce moment-là, tu vas te faire attraper, il va t'arriver des catastrophes. Et donc être effrayé, c'est ça la forêt, c'est la capacité à être effrayé. Alors la forêt, elle est partout, elle est même dans ce théâtre, il y a des choses qui peuvent vous effrayer dans le théâtre. Et c'est parce que vous êtes effrayé que vous pouvez voir le monde. C'est l'éloge de la... Ça veut dire quoi être effrayé? Être effrayé, c'est exactement ça, c'est ce sursaut-là. C'est-à-dire que votre âme à l'intérieur de vous, elle saute comme ça, et elle n'est plus fixée. Elle a été détachée de son support par l'apparition de quelque chose. Parfois, vous n'avez rien vu, mais c'est comme si vous aviez senti ces choses-là. Et si vous n'avez pas cette capacité, c'est pas la peine d'aller en forêt, vous allez vous y perdre. Et si vous n'avez pas cette capacité dans la vie normale, avec le monde, c'est pas la peine de sortir dans le monde. Il va vous arriver des malheurs, il va y avoir des agresseurs qui vont avoir votre peau. Alors maintenant, je vais vous parler des animaux, parce que les animaux, c'est de ça qu'il parle, lorsqu'il parle de la forêt, et il dit les animaux, non je dis ils, mais parce que je ne veux pas dire moi, j'ai un peu honte, quoi. Oh ben non, faut pas. Non, moi je viens d'Égypte, vous voyez, je suis né en Égypte. Et donc en Égypte, il y avait des superpositions de traditions en Égypte. Et donc on se baladait dans la rue, par exemple, on voyait les pyramides, quoi. C'est pas... Oui, on allait voir les pyramides. Maintenant, elles font partie de la ville. Tellement la ville a grandi, elles font partie de la ville. Autrefois, il fallait sortir de la ville pour voir les pyramides. Puis il y avait des dieux aussi, on voyait des dieux, et ils avaient tous des têtes d'animaux.
pourquoi les dieux égyptiens ont des têtes d'animaux? Alors j'ai mis vachement longtemps à comprendre pourquoi les dieux égyptiens ont des têtes d'animaux. Pourquoi il y a par exemple, je sais pas, le dieu à tête de chat, le dieu à tête de lion, le dieu crocodile, le dieu singe, Thoth, le dieu singe. C'est le plus grand des dieux, c'est la sagesse, le dieu Thoth. C'est l'inventeur de l'écriture, le dieu Thoth. Et tout ça, c'est des dieux et c'est des animaux. Pourquoi? Et j'ai compris ça quand je suis allé en Afrique et que je les ai vus danser. C'est-à-dire que quand on danse, quand ils dansent, quand on appelle les masques, alors je sais pas si c'est comme ça chez lui, moi j'ai vu ça au Sénégal, j'ai vu ça au Mali, c'est-à-dire, il y a un moment donné, tous les enfants sont laissés au village et les adultes disparaissent. Les adultes partent dans la forêt. Et les enfants, ils se lèvent le matin, puis ils attendent avec mon petit déjeuner, etc. Et puis aucun adulte. Ils commencent à crier, à avoir peur, et sortent de la forêt les masques. Et les masques, lorsque les masques arrivent de la forêt, ben c'est des masques d'animaux sur des têtes d'hommes, souvent avec des échasses et tout ça. Un corps d'homme. Ben oui, sur un corps d'homme. Et les enfants, évidemment, sont effrayés. Et alors, ils crient, etc., jusqu'à ce qu'il y ait d'autres masques qui viennent et qui chassent les masques dans la forêt. Après, on leur dit, tu sais qui c'est qui est venu? Ce sont les ancêtres qui sont venus. Et les enfants, ça reste là, c'est marqué, c'est inscrit. Après, Ça, vous l'avez vécu, ouais. ça? Et plus tard, moi j'ai entendu, vous savez, j'avais un collègue qui s'appelait Sori Camara, c'est un ethnologue à Bordeaux. Lui, il avait son poste à Bordeaux. C'est un ethnologue. Et il racontait que lui-même, ben, il a vécu ça enfant. Et quand il est devenu adulte, il a fait le masque lui-même, puisqu'il était devenu adulte. Et après, quand on lui demande, mais c'est un subterfuge, il n'y a pas d'ancêtre, puisque c'est toi qui mets le masque. Oui, mais quand je mets le masque, l'ancêtre revient. Ah. Et c'est vrai. Et c'est vrai. L'ancêtre revient, et c'est vrai. Alors pourquoi ces ancêtres Comment sont... ça? Et c'est vrai. Non, mais parce que... Qu'est-ce qui me le prouve? Non, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas dit « je fais semblant d'être l'ancêtre ». Il dit « je mets le masque ». Et l'ensemble du dispositif, c'est-à-dire des enfants qui sont effrayés, des adultes qui viennent et qui leur font peur, et ensuite qui les consolent, tout ce dispositif, ça s'appelle les ancêtres. Tout ça, c'est les ancêtres. Et il dit, c'est ça qu'il expliquait, Sori Camara, il est décédé aujourd'hui. Et lui, alors, on pouvait dire qu'il était sorcier, lui, parce qu'il avait 6 doigts à chaque main. Non. Mais si. En vrai? Mais bien sûr. Mais il y a plein de gens qui ont 6 doigts. Ben oui, on leur enlève le doigt en général. Mais lui, on lui avait enlevé. Et donc, il disait à ses étudiants, il disait, regardez, vous devriez avoir peur de moi, je suis un sorcier. Oui, il s'en amusait, si vous voulez, de ça. Mais c'est un intellectuel. Il a écrit une thèse de doctorat, il a écrit des bouquins, machin. C'est un intellectuel, c'est un savant. C'est un savant, sauf qu'il savait, en tant que savant, que ces choses-là ont une réalité particulière. Alors là-dedans, ce sont les animaux. Alors je voudrais revenir sur, si vous me permettez. Bien sûr. Alors j'ai vu danser les crocodiles, par exemple. J'ai vu danser les crocodiles. Alors, Je suis sûre qu'il va savoir danser la danse. Je ne sais pas si ils en ont chez eux. Si, ils ont des crocodiles, bien sûr. Mais j'ai vu danser les crocodiles sur la tête des Dogons, au Mali. Alors, vous avez déjà vu les masques des crocodiles? C'est-à-dire, ils mettent un masque, et c'est un crocodile, le masque. Et donc, quand ils dansent, on voit se dandiner les crocodiles, comme ça. Et quand ils font la danse des crocodiles, on voit les crocodiles danser comme ça. Et donc, les crocodiles, pourquoi les crocodiles? Pourquoi c'est si important, les crocodiles? Et j'ai rencontré le crocodile, une fois. Je peux vous raconter ça? Bah oui. J'ai rencontré le crocodile, pas un crocodile, le crocodile, Ouais. l'être même du crocodile. Je l'ai rencontré au Burundi en 2002-2003. À ce moment-là, moi j'étais en poste au Burundi. À Bujumbura. Comme psychologue? Non, moi je suis un enseignant d'université, je suis prof de fac. Donc je suis psychologue, c'est ma formation, mais je suis prof de fac. Enfin, je suis à la retraite maintenant. Je suis émérite. Ça veut dire exclu du mérite.
c'est vrai que ça veut dire. Et donc, j'étais, à ce moment-là, j'étais chargé de l'agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique des Grands Lacs. Et donc, j'étais stationné à Bujumbura. Et à Bujumbura, eh bien, il y avait des crocodiles, on en voyait. Hein. Quand on prenait la route de l'aéroport, il y en avait qui traversaient la route comme ça, ils faisaient 2 mètres, 2 mètres et demi. Ils étaient gentils, mais ils étaient terrorisés, ils fichaient le camp comme ils pouvaient. Et puis il y avait un crocodile. Ce crocodile-là, il mangeait les gens. C'était un mangeur d'hommes. C'était pas qu'il mangeait les gens parce que c'était une viande comme une autre. Non, c'était sa spécialité. C'était un chasseur d'hommes. Mais il les faisait cuire. Non, il les mangeait au bord de la rivière, comme ça, il les attrapait. C'était des pêcheurs, la plupart du temps, ils les attrapaient, ils les emmenaient dans l'eau et ils les mangeaient. Et ce crocodile-là était apparu, il était apparu en 93, 10 ans auparavant, quand il y avait eu les massacres qui, comme vous le savez sans doute, au Burundi, ont commencé 6 mois avant les massacres du Rwanda. Mais c'était les mêmes massacres, c'était les Hutus qui massacraient les Tutsis et les jetaient dans la rivière. Et le crocodile, à ce moment-là, a commencé à manger les cadavres qu'on jetait dans la rivière. Il a pris goût et il a commencé à vouloir de l'homme. Et il a mangé des hommes. Et bon, très bien. Et là, quand j'y étais, régulièrement, toutes les semaines, il y avait 1 mort, 2 morts, 3 morts. Et c'était, on l'appelait Gustave, ce crocodile. C'est Gustave. Mais c'est vrai. Et c'est vrai ce que je vous raconte. Vous pouvez regarder. Même sur Internet, vous trouvez cette histoire. Et il était gigantesque, le crocodile. Moi, je l'ai vu. C'est pour ça que je vous dis, j'ai rencontré le crocodile. Il était gigantesque, ce crocodile. Il faisait 7 mètres de long, 7 mètres. Et il était large de 2 mètres presque, hein, comme un camion. C'était gigantesque. Quand on le voyait au bord de la rivière, comme ça, et qu'on voyait passer les hippopotames, on avait l'impression que les hippopotames, c'était des chiots à côté de nous. Et le reste, ça... Non, il dormait. Il se prélassait avec toutes ses femelles autour de lui. C'est super macho, le crocodile. Et donc, il se prélassait comme ça. Bon, et enfin bref, un jour, on a dit, il faut capturer le crocodile. Il y a une équipe de télévision qui est venue à Bujumbura. J'y étais à ce moment-là. Et elle est venue avec tout un matériel, une cage, etc., pour attraper le crocodile. Ils ont mis des cages, ils ont installé des pièges, etc. Le crocodile disparu. On ne trouvait plus de traces du crocodile. Ils l'ont cherché partout. Ils sont restés 1 mois. Ils étaient là pour filmer le crocodile. Ils sont restés 1 mois. Ils n'ont pas réussi ni à le voir, ni à le filmer. Ils sont repartis. Le lendemain, il leur a pas vu. Et donc, ce n'était pas un crocodile, c'était le crocodile. Et qu'est-ce qui représentait ce crocodile? Quand même, il fait une drôle de tête, François, en vous écoutant. Il représentait la terre du Burundi, qui voulait se venger de ces humains qu'il avait fait dégorger de sang. C'était lui, c'était la terre du Burundi qui se vengeait. C'était les troncs d'arbres de la forêt qui avaient été brûlés par les rebelles, parce qu'il y avait des rebelles partout, et je crois qu'ils sont toujours là, hein, en plus. Hein. Parce que c'est un tronc d'arbre, un crocodile. Hein. Vous avez déjà vu un crocodile? C'est un tronc d'arbre vivant. C'est vrai, hein, un crocodile qui descend une rivière, la différence entre un crocodile et un tronc d'arbre, il faut savoir. Hein. Normalement, tu ne sais pas. Hein. Donc c'est un tronc d'arbre qui tout d'un coup vient se venger. Et c'est aussi, ce qu'il connaît aussi, François, hein, c'est aussi, il y a, au Burundi, il y a des pygmées, c'est les Batois, on les appelle les Batois là-bas. Et c'est des pygmées, comme il y a, je crois, à côté de chez toi, dans la forêt, c'est les habitants de la forêt. J'essaie de faire la musique, c'est avec ça qu'on imite les pygmées. Voilà, on avait prévu en plus. Alors, tu peux y aller, là, tu peux commencer, même quand il continue à parler. Oui, moi je peux parler, mais je peux me taire aussi. Oui, non, mais c'est bien. On vous écoute avec grand bonheur, mais moi j'essaie de mettre un peu de... Alors j'ai compris une chose. Vous savez comment s'appelle ce crocodile, le crocodile qu'on trouve en Afrique? Il s'appelle Crocodilus niloticus, crocodile du Nil. Bah oui. On le trouve partout en Afrique. Et on dit aussi que la civilisation, elle est née en Afrique et elle s'est répandue dans tout le monde à partir de l'Égypte. Donc c'est l'Égypte qui est toute l'Afrique et l'Afrique qui est égyptienne forcément. Toute l'Afrique est égyptienne obligatoirement. Et la preuve de ça, c'est
Crocodilus niloticus. Parce que partout où il y a eu la civilisation, il y a eu ce crocodile qui est le double de la civilisation, qui est en quelque sorte le gendarme de la civilisation, qui vient pour vérifier que les hommes ne font pas n'importe quoi, et sinon il devient Gustave. Quelle belle histoire. Alors ça, ce sont des flûtes pygmées. Parce que depuis tout petit, nous, quand on était enfants, notre rêve c'était d'être pygmée. C'est pour ça qu'en ce moment, quand j'étais petit, je ne suis pas allé voir les pygmées. Mais dès que je suis devenu libre, responsable de mes actes, je suis vite fait d'aller chez les pygmées. J'ai passé beaucoup de temps. Et qu'est-ce qu'ils vous ont appris d'essentiel? La harpe que je joue là, la harpe traditionnelle que j'ai fait la copie, c'est chez les pygmées que j'ai presque. La première notion de jeu de harpe, c'est parce que c'est l'instrument d'origine pygmée. En voie de disparition aujourd'hui, que les pygmées aussi en fabriquent aujourd'hui parce que l'autre n'est plus. Donc chacun fabrique son instrument. C'est comme ça là-bas. C'est là où je me suis inspiré aussi que je voulais fabriquer mes instruments un jour moi-même. Parce que là, vous en avez apporté de nombreux instruments. Vous les fabriquez tous? Celui-là, il est fabriqué au village d'Albert. Mais j'ai fabriqué un ici parce que j'essaie de faire les copies des instruments en voie de disparition. En voie de disparition dans ma culture. Donc j'ai fabriqué le mbet et j'ai fabriqué le ngomon. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ce mbet que vous voyez, ça c'est le mbet. C'est grâce à cet instrument que nous connaissons notre histoire. Parce que c'est l'instrument que les conteurs utilisaient pour aller de village en village et nous raconter l'histoire de nos ancêtres afin de donner le courage à tout le monde de pouvoir travailler la terre et d'espérer. Ça c'est le mbet. Quand j'étais petit, il y avait des joueurs de mbet qui venaient du Gabon, qui venaient de Guinée équatoriale et qui partaient de village à village au moment où les gens étaient en train de travailler la terre et qui restaient 3 jours jusqu'à 9 jours dans un village et mettre une ambiance dans le village. Et quand ils n'étaient plus là, l'ambiance pouvait rester encore 3 ans dans l'ambiance du conteur qui est passé. Parce que les gens se racontaient des histoires que le conteur nous avait racontées dans les maisons, au chant, on chantait les chansons et les gens pouvaient travailler en harmonie avec. Donc ça c'est le mbet. Et j'ai fait une copie du mbet. Et là, c'est la copie que j'ai fabriquée moi-même pour essayer de fabriquer cet instrument. Parce qu'il y a un problème, il est très délicat pour l'accorder. J'ai mis des mécaniques de guitare, comme ça. Mais j'ai apporté une autre modification, parce que la curiosité de faire parler l'instrument original, il fallait que j'accentue un peu ici ma curiosité, ce qui fait que j'ai fait un mbet qu'on peut jouer avec lâcher. Donc ça c'est le mbet. Et ça, c'est le ngomon, ou ngombi, que je vous ai dit, instrument d'origine pygmée. Et c'est avec cet instrument qu'on fait cette cérémonie que vous entendez, qu'on appelle le bouti, avec l'utilisation d'un produit traditionnel qui s'appelle l'iboga. L'iboga, si vous connaissez, vous savez, ça fait des T'en as un petit peu là? T'en as un petit peu l'iboga? Donc, c'est un moment que j'ai fait une copie aussi. Vous en avez fait de l'iboga? Oui, l'iboga c'est une plante naturelle qui devrait être consommée après mûre explication. Parce que c'est ce véritable problème qui arrive aujourd'hui. Les jeunes, aujourd'hui c'est la misère en Afrique et partout. Les jeunes vont chercher les choses spirituelles qu'ils maintenaient toute une culture, pied sur terre, et en font un business. Donc ils vendent et ils en donnent aux gens en miroitant des choses. Non, naturellement, c'est une plante dont on est initié, informé des années avant de prendre, parce qu'on grandit et on va prendre vraiment le produit à 50 ans ou 40.
Pendant ce temps, on étudie, on fait des études, parce que c'est aussi spirituel. Il y a aussi l'éternel dans le créateur, et aussi parce que c'est une plante donnée par le créateur. Le même créateur qui a créé nous et tout le monde et la nature, c'est lui qui a donné aux hommes cette plante pour des vertus d'élévation spirituelle. Il n'y avait pas autrefois quelqu'un qui était gravement malade sans qu'on l'amène. Et quand on l'amène, c'est pour aller trouver lui-même son traitement. C'est-à-dire qu'on lui donne il va aussi comme le joueur de au Yona Dangono, il se projette et il va vers les divinités à qui il va dire « Je suis malade, est-ce que vous pouvez me dire ce que j'ai et comment me soigner ?» Quand il rentre de son coma, il explique directement à celui qui dit que « Prends cette plante, prends cette plante, prends cette plante, c'est ça qui doit me guérir. » Et le guide ne fait que prendre ces plantes et la personne est guérie. Mais ça fait depuis un moment qu'on est parti à côté. Ouais. Les valeurs ne sont plus respectées, l'éducation a subi un véritable problème en Afrique et la tradition aussi a subi un coup qu'aujourd'hui, l'Afrique est vraiment en train de passer d'un continent d'espoir à un continent un peu désespérant. Et ça, c'est un appel qu'on fait tous les jours, les artistes, les scientifiques et tout, que jetez un peu encore de plus en plus un regard sur ce continent. Vous voyez ce qui se passe. Parfois, des choses, on vend les gens vendent les autres. Par exemple, ça c'est un peu vraiment... Merci encore et je profite parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de parler à des gens importantes. Et je profite. Oui. Nous, on n'a pas l'habitude d'entendre tout ce que vous nous racontez comme ça, avec cette sincérité. Merci vraiment. Bon, Nathalie, comment ça vous fait réagir tout ça? Moi je me dis, si j'écoute votre discours, donc tout a commencé il y a 13 800 milliards d'années par des petites particules qui ne sont pas vraiment des particules comme on se les représente, c'est très compliqué, tout ça s'organise en structures toujours plus complexes, des étoiles, des planètes, et puis le vivant. Alors le vivant arrive, ça reste encore un mystère, comment c'est venu le vivant, et puis dans ce vivant il y a de l'intelligence. Alors on parle beaucoup d'intelligence avec François et avec Toby. Alors vous physicienne des particules, comment vous représentez cette intelligence dans toute cette histoire? Alors moi, il se trouve que je ne me la représente pas du tout et que ça n'est qu'un énorme sujet d'émerveillement. Il y a un autre physicien que j'aime bien qui s'appelle Frank Close, oui c'est le bon prénom, Frank Close, qui a écrit un livre qui s'appelle Le Vide, The Void, Le Vide. Il y a qu'un physicien pour écrire un bouquin sur le vide. Et alors, dans ce bouquin, c'est plus qu'un titre, c'est carrément un beau sujet. Et à un moment, il parle au tout début du jour de juillet 1969 où l'homme a mis pour la première fois le pied sur la Lune, et lui c'était un petit garçon, il regardait ça, et il s'est dit que pour la première fois l'homme allait voir un lever de terre, c'était extraordinaire. Et tout d'un coup il a eu cette révélation, il s'est dit, tout est fait d'atomes, l'univers est fait de milliards d'atomes, et il y a au moins un endroit dans l'univers où il y a la vie, c'est-à-dire où les atomes se sont assemblés en des nombres formidables d'atomes, se sont assemblés en des structures de telle sorte qu'elles aient conscience d'elles-mêmes et qu'elles puissent s'émerveiller de l'univers qui les entoure. Donc pour moi, alors en tant que physicienne quantique, vous le disiez tout à l'heure Marie-Odile, il y a un gap qu'on ne sait pas combler entre la mécanique quantique, qui est totalement inaccessible par notre intuition quotidienne, on ne sait pas faire, et puis la physique dans laquelle on vit tous les jours, hein, si je trébuche sur une marche d'escalier, je me casse la binette, etc., le chaud c'est chaud, tout ça. On ne sait pas passer du monde quantique, on sait en gros estimer jusqu'à on va dire quelques dizaines d'atomes, on sait faire des calculs avec, et puis au-delà, alors autant dire qu'il y a quelques dizaines d'atomes, on ne fait pas grand-chose. Hein. Donc en fait on ne sait pas faire, on a des visions enfin pas des visions, mais de modèles qui expliquent des bouts disjoints. Puis après il y a la chimie, et puis après la chimie, la physique du solide, etc. Puis après il y a le vivant, mystère et boule de gomme, et dans chaque domaine, il y a des gens qui bossent à la frontière, certains pour aller vers le plus petit, d'autres pour aller vers le plus grand, plus complexe, et on essaye de creuser, combler les fossés. Et moi je pense que c'est l'avenir de la science, de la recherche en général. Quand je parle de science, moi je ne fais pas d'opposition molle, dure, machin. Tous les scientifiques, les penseurs,
pour moi, la science humaine, je ne fais pas de distinction, il faut réfléchir. Toutes les sciences sont inhumaines. Ah bon, je ne suis pas d'accord du tout. Et alors, en fait, je pense que le futur, c'est ça. Le futur, c'est d'aller chercher à combler ces petits gaps. Mais c'est la seule réponse que je puisse vous faire, c'est-à-dire qu'en tant que physicienne, ça reste juste un sujet de règlement. Avec mes petites particules, je suis infichue d'expliquer la vie. Et je trouve ça magique. Alors moi j'aimerais bien maintenant, tous les trois, que vous échangiez sur ce que c'est pour vous rêver. Faire des rêves. Faire des rêves la nuit, mais aussi peut-être des rêves éveillés. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Je sais que ça représente beaucoup de choses dans la culture de François. Je sais que Toby, pour vous, c'est un sujet même qui vous a tellement occupé que vous en avez même écrit un livre. Deux, pardon, excusez-moi, quand même. Et alors, tiens, je lisais votre dernier livre, comment il s'appelle déjà? Non, le dernier chez l'Iconoclaste. Les âmes errantes. Les âmes errantes, que j'ai adoré puisque ça parle de ces personnes qui rentrent dans le djihad et qui finalement, on se demande pourquoi, enfin bref. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Oui, alors dans le bus, il y a une dame qui me voit lire votre livre. Et elle me dit, mais Toby Nathan, c'est lui qui écrit des livres sur les rêves. Elle était subjuguée, elle m'a dit, vraiment il est passionnant. Il était joli. Pas mal. Ouais. Non, je pense que vous auriez pu l'apprécier. Alors oui, donc pour vous les rêves, mais là je vais vous laisser parler entre vous, vraiment. Alors bon, commençons par qui là? Qui veut commencer sur les rêves? Allez, Toby. Mais je vais avoir l'air d'un vieux schnock qui pérore. Mais c'est pas grave. Ah bon, d'accord. Alors, écoutez, peut-être on va partir de cette dame dans le bus. Oui, bah voilà. Oui. Alors, parce que le monde actuel, pas seulement la France, hein, mais la France est particulièrement atteinte par ça. Mais le monde moderne, on va dire, les modernes, entre guillemets, les modernes pouvant être chinois ou indiens, etc., les modernes, ont tellement négligé leurs rêves, c'est-à-dire ont abandonné cette piste de pensée qui est aussi vieille que l'être humain, je pense, hein, aussi vieille que la parole, je pense, hein, c'est aussi vieux que la parole. Donc ils ont abandonné cette piste qui est très très riche avec plein de pensées, et ils ont abandonné les rêveurs. Mais les rêveurs, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est François, tout le monde rêve. Et tout le monde, quand il rêve, il ressort de son rêve avec une question. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, c'est pas tellement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire de ce rêve? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose aujourd'hui? Particulier? Il faut que je prenne des précautions? Il ne faut pas que je sorte n'importe comment aujourd'hui? Enfin, il y a forcément une conséquence à ce rêve. Qui va me l'indiquer? En France aujourd'hui, il n'y a personne. Sauf moi. Non, j'exagère. Non, mais je l'ai fait publiquement, c'est pour ça. Et donc, parce que j'ai tenu une chronique il y a un certain temps où les gens pouvaient envoyer leurs rêves et où je les guidais dans la compréhension de ce rêve. Et donc, ça m'a beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris. Ces gens-là m'ont beaucoup appris. Parce que je restais pas... Je m'en tenais pas là. C'est-à-dire que je les appelais au téléphone. On discutait de leurs rêves, et puis après, je leur proposais une interprétation, puis je voyais si l'interprétation avait un effet sur leur vie, etc. Et tout ça, c'était pour la connaissance. C'est-à-dire, ce n'était pas mes patients, je ne les soignais pas, ils ne payaient pas, c'était juste pour la connaissance. On faisait ça pour la connaissance. Pas pour faire connaissance, parce que je ne les ai jamais connus, ces gens. Je ne les ai jamais rencontrés. Et je les ai entendus au téléphone, c'est tout. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est qu'un rêve, ça, j'en ai la conviction, et maintenant, même les savants, je veux dire des psychologues, hein, bon, petits savants, et même des psychologues disent la même chose que moi, c'est-à-dire que le rêve, c'est nécessairement une conséquence dans la vie réelle, c'est obligatoire.
C'est-à-dire qu'un rêve commence dans la nuit, se poursuit un peu au réveil d'une certaine manière, et se poursuit toute la journée durant, c'est-à-dire qu'il marque la journée de son empreinte. C'est ça. Et donc cette empreinte-là du rêve, ben, il faut qu'on en prenne la mesure et qu'on en tire les conséquences. Et si on fait ça, je crois qu'on est plus heureux, un peu. Quoi. Ouais. Voilà. Déjà, cette notion que quelque chose nous traverse et nous accompagne toute la nuit. Et il y a autre chose qui m'a frappé, et ça c'est assez récent en fait, hein. C'est-à-dire ça fait à peu près une 50aine d'années qu'on sait ça bien, hein. C'est que quand on rêve, on est en érection. C'est vrai, hein. Non, Non, les hommes et les femmes. Non, vous me regardez comme ça. Les hommes et les femmes. C'est pas seulement les hommes. Je veux dire, c'est parce que quand je dis en érection, on pourrait croire que c'est que les hommes. C'est les hommes et les femmes qui ont aussi une érection, bien qu'elle soit moins visible en fait. Hein. Et donc, mais comme les savants sont des pervers, vous savez, ils mettent des électrodes pour aller voir les voisins. défendez-vous, Nathalie, quand même. Certains savants sûrement. Bon, bref, donc cette érection, ça signifie que, en fait, au moment où on rêve, on est dans une disposition d'esprit, cette ouverture-là, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait des rêves sexuels hein, qu'on est en érection. D'ailleurs, on fait très peu de rêves sexuels, malgré ce qu'a raconté. Ben moi j'en ai fait un, j'oserais pas le raconter ici. Hein. Pourquoi pas avec vous, mais... Non, il y en a des hardes hein, quand même. On en fait, c'est sûr, on en fait. Mais c'est le vieux grincheux de Vienne, là, on a dit que tous les rêves étaient sexuels, c'est pas vrai du tout. Hein. Ah oui, oui. C'est très très loin de ça. C'est très très loin de ça. C'est peut-être 10% des rêves qui sont sexuels. Mais que les rêves soient sexuels, ou qu'ils soient des rêves d'angoisse, ou qu'ils soient des rêves de n'importe quelle nature, on est toujours en érection. Ça, il y a une raison à ça. C'est qu'on a à l'intérieur de nous, en quelque sorte, une sorte d'ouverture au monde, c'est-à-dire qu'on peut s'accoupler avec n'importe quoi. Et là, je pense que François me comprend. On peut s'accoupler avec des plantes, avec des animaux, avec le soleil, avec l'air, avec le vent, avec l'eau, avec les rivières. Et ça, notre rêve le sait, puisqu'on est toujours en érection, quoi que soit la chose dont on rêve. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire, c'est incroyable. Cette ouverture-là du rêve, Ouais. on doit pouvoir l'utiliser dans la vie. Mais bien sûr. C'est ça. Mais bien sûr, mais je vous ai pour ça que je compris. plaide. Tout le monde vous a compris. Non, non, on sait bien que c'est pas des cochonneries que vous nous racontez. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais non, mais Bon, c'est- je parle comme je parle. Hein. Mais oui, mais moi, on aime beaucoup comme vous parlez. Nathalie, ça vous fait réagir tout ça? Ah bah oui, donc moi je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut absolument pas mépriser les rêves. D'abord, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de rêves, il y a le rêve éveillé. Moi je pense que, je ne sais plus qui me redisait ça tout à l'heure, les chercheurs sont des grands enfants, c'est vrai, c'est surtout des rêveurs debout. C'est dans le sens où, pour être un bon chercheur, il faut être curieux de tout et ne poser aucune autre limite à notre imagination que ce que la nature nous dit. Hein. Je peux dire le ciel est rose, je peux dire bon d'accord il est bleu, donc ok, abandonnons la piste du ciel rose, mais par contre je peux imaginer tout le reste. Ça c'est pour le rêve éveillé. Et moi le rêve endormi, je ne sais pas si je suis en érection, vu que je dors, j'avais vérifié. En revanche, je trouve ça génial parce que c'est le moment où mon cerveau est, je lui lâche la bride et il est super plus intelligent que quand je suis réveillée en fait. Je vais vous dire, je sais pas, vous avez déjà sûrement entendu l'expression je vais dormir dessus. Alors c'est magistral ce truc. Hein. Plusieurs fois au boulot, je suis dans une discussion, il y a quelqu'un qui fait une proposition, je sais que ça va pas marcher. Et je suis un foutu de lui dire pourquoi ça va pas marcher. Je le sais, c'est comme une intuition. Je dis mais non, mais ça foire, laisse-moi dormir dessus. Très bien. Pendant la nuit, mon cerveau fait ce qu'il a à faire, je sais pas ce qu'il fait, il rêve. Il trie, il classe, il va chercher des mémoires là où il y en a dans les bons tiroirs, machin, tout ça. Et le matin, j'ai la solution, j'arrive au boulot, je lui dis bah voilà, ça va pas marcher parce que blablabla. Génial le rêve. Sauf que des fois, ça marche pas toujours. Il y a une nuit où je rêve que j'ai la solution, la réponse. Mais vraiment, c'est limpide. Alors, à quoi je suppose à tout, la vie, l'univers, le reste, la réponse, quoi. Donc, je sors pas du rêve, j'essaye de pas en sortir. Je me traîne dans le noir, je prends un crayon, j'écris dans le noir. Je me reviens me coucher en me disant yes, la solution à tout. Et le lendemain, je lis, enfin, je déchiffre parce que j'avais pas très bien écrit dans le noir. Parapluie.
Je vous laisse méditer dessus. Donc je vous laisse, hein. La réponse à tout est... Donc super des rêves, mais alors des fois, voilà, faut interpréter. Là, j'ai pas la réponse. Oh François, alors vous vivez avec les rêves. Oui, déjà dans la création du monde, si vous n'avez pas tout dit, Eyo a créé beaucoup de dieux. Il y a le dieu des rêves déjà. Il y a le dieu de l'espace qui chasse ces ennemis de l'espace qui poursuivent l'intelligence des gens. Parce que l'intelligence, c'est comme quelque chose qui vous attire des problèmes. Quand vous êtes intelligent, il y a des invisibilités et des forces qui vont à la recherche. Donc il y a un dieu dans la nature qui protège tout ça. Il y a un dieu de... beaucoup de dieux, dont je ne peux pas... Voilà, beaucoup de dieux. Et le rêve dans notre société, c'est carrément la vie. Le rêve annonce tout. Il y a des gens aujourd'hui qui sont médecins traditionnels, qui traitent des gens. Il n'a jamais été à l'école de médecine. Il a fait un jour un rêve que son grand-père qui était mort était venu lui donner un médicament. Il a commencé à appliquer, ils sont nés aujourd'hui. Personnellement, je connais des gens, surtout les problèmes de dents, problèmes dentaires, problèmes de ventre et tout, qui sont devenus médecins, parce qu'ils ont fait un rêve, on est venu leur révéler, et ils ont fait. Donc le rêve, et nous, il fait partie de la vie. Il fait partie de notre... par rapport à... Mais tout le monde n'applique pas. Ça dépend de l'éducation familiale aussi, parce qu'en Afrique, il y a ce socle familial d'éducation qui est très important. C'est, par exemple, 3 frères de même père, même mère, qui ont épousé des femmes, 3 frères, et maintenant ils commencent à avoir des enfants. À partir de ce moment, l'éducation ne sera plus l'éducation de la famille des parents. Chaque père va virer ses enfants dans son éducation. Ah, vous voyez? Et parfois, en partant comme ça, il va laisser un certain nombre de valeurs qui lui étaient forcées ici pendant qu'il était danseuse. Et Chris, c'est comme ça que nous avons évolué, nous avons marché, parce que nous venons de loin. Notre culture, les étangs, nous venons de très très loin aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent le Moyen-Orient et partout et tout. Parce qu'on ne serait même passé par l'Égypte. Parce qu'on était en train de chercher notre route. On serait passé par l'Égypte et nous avions été guidés pour aller plutôt vers la forêt équatoriale. C'était notre paradis là. Ce que notre histoire nous apprend qu'on était guidés et on est arrivé dans un paradis, que c'était vraiment le paradis terrestre. Les écrits vérifient aujourd'hui, parce qu'on voit ce que l'Afrique centrale équatoriale était, on peut savoir aujourd'hui que c'est vraiment presque un petit paradis. Donc le Nvet nous apprend cette histoire qu'aujourd'hui, où est la place du Nvet? Il n'est pas considéré par tout le monde. Moi qui vous parle là, je suis Camerounais, mais un autre Camerounais ne va pas vous dire tant de bien de cette culture qui est en voie de disparition, parce que déjà il faut avoir peut-être le temps, il faut aussi avoir eu la chance d'avoir été initié dedans. C'est ça. Donc le rêve est très important. Nous avions, quand on était petits, notre grand-père nous apprenait à tendre les pièges dans la forêt. Et les pièges, quand vous tendez les pièges dans la forêt, on pouvait tendre les pièges aux oiseaux, les pièges aux rats, tamis, les pièges. Tu sais quand tu vas trouver quelque chose, c'est fait prendre à ton piège. Tu fais un rêve dans la nuit. Ah oui. Et tu vas trouver qu'il y a quelque chose qui s'est fait prendre à ton piège. Tu peux faire 4 jours, tu ne vas pas visiter même. Rien ne t'attire même. Dès que tu as fait un rêve, tu pars et tu vas trouver qu'effectivement. Soit tu vas trouver que le rêve qui vous dit qu'il y a quelque chose qui est tombé dans votre piège. Ah oui. Il est vraiment important. Un partenaire, quoi. Le rêve, c'est vraiment un partenaire. Oui, il nous fait évoluer. Et puis, moi, personnellement, là où je suis avec vous aujourd'hui, si je ne faisais pas de rêve, je ne serais pas là. C'est ça, je viens de loin, quoi. Déjà, rien d'être ici, c'est un rêve. Au théâtre de la Reine Blanche, en train de parler de toutes ces choses extraordinaires qui font votre vie. Hein? Nous allons bientôt nous en aller, doucement. Donc, qu'est-ce que tu nous as prévu pour la fin? Je pourrais vous faire cette chanson sur l'arbre. Ah oui, on ne l'a pas chantée. Oui. Ben, tiens, chante-la nous. Ok, chante-la. Je préfère vous le dire avant, parce que si vous sentez que vous pouvez faire quelque chose, c'est mieux de faire. Super. Diable nous moque, diable
Un arbre qui pousse dans la forêt, l'arbre donne des fruits mûrs s'étendent. On ramasse ces fruits, on en fait de l'huile. On vend cette huile, mais ils achètent des armes. Contre qui? Et ami ça m'a boutanoa. Bon m'a dit, pas me le monter. Et y a un gars petit, un sang en un goût la moyen.